Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Un très bon lundi matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Isabelle avec vous pour les 2 prochaines heures. Et on commence fort en début de semaine. Je vais vous parler d'argent. Est-ce que vous avez calculé combien il vous faudrait pour prendre... Mettons là, que vous vous dites, là, tiens, si je voulais prendre ma retraite jeune, combien ça me prendrait d'argent? Est-ce que c'est le genre d'affaires que vous calculez? Est-ce que vous rêvez de gagner à la loto? Vous savez que chaque fois qu'on pose la question aux Québécois, c'est dans le top de leur désir de gagner à la loto parce que c'est de l'argent qui tombe du ciel, tu comprends? Et ça va changer la vie parce que on est convaincu que l'argent change la vie. Puis c'est pas complètement faux de le dire parce que quand on voit des gens fortunés vivre, on les envie un peu. Il y a un petit peu de nous qui dit pourquoi eux, puis pourquoi pas moi? Et je voulais qu'on ait cette discussion sur l'argent parce que moi, je pense qu'on a un petit problème d'argent au Québec. Je pense qu'on a bien de la misère avec ça. On a de la misère à en parler. Et quand on voit des gens qui en ont plus que nous, il y a comme un petit... Tu sais, il y a comme quelque chose qui nous gosse, quelque chose qui nous fatigue. Et on devient un peu jaloux, on devient un peu envieux. Est-ce que c'est québécois? Il y en a qui pensent que c'est juste au Québec qu'on est comme ça. Je sais pas, je pense que c'est peut-être humain de vouloir ce que l'autre a puis que toi, t'as pas. Je pense que ça, depuis la nuit des temps, là, on pourrait remonter loin, mais on a toujours voulu ce que les autres ont pas. Puis quand on regarde les guerres, dans le fond, c'est quoi? C'est ça, exactement. On veut s'approprier le bien de l'autre. En même temps, évidemment, vous voyez, là, quand on parle de richesse, on a toujours l'impression qu'il faut que tu prennes quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que les rares modèles de gens qui se sont faits eux-mêmes, qui viennent d'une famille pas aisés, là, des gens qui ont commencé au bas de l'échelle et qui sont devenus des modèles de réussite financière, ceux-là, on dirait qu'on est happé par ce qu'ils projettent. On a envie de connaître plus de leur vie. On veut savoir comment t'as réussi. Comment a-t-il réussi? Luc Poirier est avec moi. Allô, Luc. C'est une longue introduction parce que je voulais bien mettre la table à ce grand sujet parce qu'on peut vite tomber dans le commentaire désobligeant. Puis je voulais que les auditeurs aient bien en tête la raison pour laquelle je voulais t'inviter, c'est pour avoir une discussion franche et sincère et authentique comme tu l'es sur l'argent. Depuis les dernières années, les gens te connaissent un peu plus. Oui, c'est vrai. Et depuis les derniers mois, tu t'affiches largement sur les réseaux sociaux et tu montres ta richesse. Mais en fait, je me suis jamais caché. Donc là, je la montre plus pour un concours de circonstances. Là. Je veux redonner aussi, depuis 1 an et demi à peu près, je suis plus présent sur les réseaux sociaux pour un paquet de raisons, mais surtout que avant, je faisais un petit peu de mentorat, j'aidais un peu avec des conseils, tout ça. Là, je peux moins le faire. Donc, je préfère faire une petite vidéo, donner des conseils, par exemple, sur l'immobilier, plutôt que de faire one-on-one là, dans les messages. Pourquoi tu peux moins le faire? Ben, je manque de temps. Donc, c'est plus facile pour moi de rejoindre plus de gens, d'aider les gens à démarrer des entreprises ou de partir en immobilier qu'en faisant des petites vidéos puis en les diffusant. Puis, en même temps, tu sais, on me voit plus aussi, il y a beaucoup de gens, des amateurs d'auto, dont je suis, qui me suivent à cause des autos. Puis, depuis à peu près 1 an, là, il y a beaucoup de nouveautés. Ferrari et McLaren ont sorti leur hypercar dernièrement. Donc, c'est certain que j'ai posté des trucs sur les autos. Fait que, on dirait que je poste plus, puis c'est vrai, mais c'est circonstanciel. Donc, on t'a vu aussi magasiner dans des boutiques de luxe, on te voit aller à des premières, on te voit dans des endroits paradisiaques, ça fait rêver. Oui, tout à fait, mais c'est ma vie, hein. Écoute, je changerai pas ma vie, donc je montre un peu qu'est-ce que je fais avec ma famille, hein, aussi. C'est aux Olympiques, c'était avec mes enfants, mes 3 enfants, très content d'avoir eu l'expérience des Olympiques, c'est la première fois, et on va y retourner. Donc, tu sais, l'argent... On dirait que tu te permets plus, ouais. L'argent, ça l'amène la liberté d'avoir des expériences de vie, tu sais.
les gens pensent, parce que j'ai beaucoup de voitures, que je suis très matérialiste, puis c'est le contraire. Je suis aucunement matérialiste. Puis l'argent me permet de vivre des expériences de vie, comme par exemple aller aux Jeux Olympiques. C'était très cher, là. Tu sais, c'est une semaine de plus de 100 000 là, facile. Là, 10 jours, ça a coûté plus que 100 000. Fait que ça prend des sous pour vivre ces expériences. Quand même. Ben, je calcule. Je fais attention. J'ai toujours fait attention. Je dépense pas pour rien. Tu sais, les chambres d'hôtel, par exemple, à Paris, durant ces semaines-là, ça coûtait très cher. Mais tu sais, j'ai pas pris la plus chère non plus. Tu sais, fait que je fais attention, puis souvent mes trucs sont calculés. Comme mes voitures, c'est un peu calculé tu maintenant. Fais attention. écoute, je suis obligée de te dire qu'il y a pas longtemps à la télé, t'as dit que tu dépensais 1 million par mois. Fait que quand tu dis je fais attention, le monde va dire, je les entends dans le retour, ben voyons qu'il fait attention. Tu fais attention à quoi? Qu'est-ce que tu avais envie de t'acheter que tu t'es pas acheté dernièrement? Ben, il y a certains vêtements, des fois, que j'hésite. Je trouve ça trop cher puis que j'achète pas. Mais tu sais, les voitures, faut que les gens comprennent que c'est devenu, au départ, c'est une passion, mais c'est devenu un investissement. Ouais. J'achète des voitures cette année. Mettons, la nouvelle Ferrari va coûter 3,7 millions €. Mais tu sais, je vais l'acheter, elle va prendre un bon 3-4 millions de valeur de plus dans le même temps que je la reçois. Donc, c'est un investissement beaucoup plus qu'une dépense. Là. Mais j'ai vu cette publication que tu as faite où tu expliquais justement très bien à quel point toi, là, tes voitures, en particulier cette Ferrari qui venait de sortir, rutilante, magnifique. Et tu dis, bon, je l'ai payé 3,5 millions, mais je vais faire de l'argent avec. Oui, pour moi, c'est une business. Là. Évidemment, c'est pas tout le monde que... Tu sais, il y a un proverbe qui dit, il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent. Et je trouve que c'est très vrai. Toi, tu n'as pas toujours eu de l'argent. Non. En fait, c'est vrai dans un sens, mais aujourd'hui, c'est tellement facile de partir en affaires ou d'acheter de l'immobilier. On a les connaissances, on a des... Tu sais, les renseignements sur Google ou ailleurs sont faciles. Il y a plein de fondations, de trucs gouvernementaux qui permettent de donner des subventions pour ceux qui se partent en affaires. Moi, j'avais rien de ça dans mon temps là, quand j'ai commencé à 14 ans. Il a fallu que je fasse ma place. Ça n'a pas été facile. Mais puis aujourd'hui... tu viens d'une famille... Très pauvre. En fait, très pauvre, j'habitais avec ma mère monoparentale. Les sols d'église, je les ai connus. Hier, en fin de semaine, on était avec mes enfants. On était dans une soirée pour les paniers de Noël, pour ramasser des sous pour les paniers de Noël, parce que moi, j'en ai reçu des paniers de Noël quand j'étais jeune. Là. Ouais. Fait que pour moi, c'est important. Fait que on redonne... aujourd'hui, je redonne énormément en argent, mais également en temps. Là. Cette année, là, c'est 35-36 jours que je passe de mon temps pour aider des fondations quelconques. Soit, mettons, je vais 10% de l'année. Oui, parce que, regardez, je vais être... vous allez me voir, les gens de la Rive-Sud, vous allez me voir la guignolée des médias le 5 décembre. Vous allez me voir sur le bord des rues, puis je vais ramasser des sous. Les paniers de Noël, c'est le 20 décembre sur la Rive-Sud. Vous allez me voir, je vais transporter les paniers de Noël chez les familles. Donc, c'est pas juste une question... Tu sais, il y en a qui ont réussi, qui redonnent seulement avec des sous et tout. Mais moi, j'essaie de faire les deux, puis j'essaie d'impliquer mes enfants pour qu'ils comprennent que c'est pas tout le monde qui a des sous comme nous, là. Et beaucoup de gens donnent au Québec à des fondations de santé, des fondations médicales. Pour les enfants également. Aussi, mais parce que beaucoup ont des enfants ou parce que beaucoup de gens aussi ont peur d'être malades puis ils se disent si j'ai donné, on espère que quelqu'un va s'en souvenir. Ça peut paraître cynique ce que je dis, mais c'est vrai que moi qui œuvre depuis 20 ans pour essayer dans des milieux justement de précarité alimentaire, je peux te dire que c'est pas facile d'aller chercher des gens là, qui veulent donner pour essayer de sortir les gens de la pauvreté. La pauvreté, là, c'est pas une cause qui attire énormément. Alors, merci pour ça. Je vais donner nos numéros pour nous joindre parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui auraient des questions pour toi. Isabelle@cube.ca pour nous joindre via texto, pour nous téléphoner, pour nous parler en direct et avec Luc Poirier. 1-877-827-2346. Est-ce que vous pensez qu'on a un problème avec la richesse au Québec et avec ceux qui l'apportent, c'est-à-dire avec les riches? Un riche qui s'affiche, Luc Poirier, comme toi, est-ce qu'on a des problèmes avec? Oui, 100% qu'on a des problèmes. Moi, ça fait depuis que je suis jeune que je me promène avec des voitures de luxe, puis on m'a toujours dénigré sur un paquet de... Mettons, j'allais voir les villes, tout le monde disait « Va pas voir une ville avec ta Porsche ou ta Ferrari, ça n'a pas d'allure, tout ça. » Puis, tu sais, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, mettons, parce que j'ai des amateurs de voitures sport qui me suivent, quand j'annonce une nouvelle voiture ou un nouvel achat, c'est certain qu'il y a
paquet de mauvais commentaires. Mais bon, faut laisser tomber ces gens-là, puis la plupart des gens sont gentils. Et c'est puis, quoi les commentaires? Ben, mettons, j'ai une nouvelle auto, je l'affiche, puis là, les gens disent, bah, tu devrais donner ton argent à des œuvres de charité. Oui, mais je le fais déjà, là, vous le savez peut-être pas. Ou dernièrement, j'ai donné un don de 650 000 là, au HEC. Oui. Puis, 90% des commentaires étaient gentils, mais il y en avait plein qui disaient, il fait ça juste pour sauver de l'impôt. Mais tu sais, pour ceux qui comprennent pas, là, 650 000 oui, je vais sauver peut-être 28% d'impôts, 25% d'impôts, mais le reste, là, je l'ai perdu. Là, je m'en racheté une autre Ferrari là, si je voulais. Là. Fait que les gens comprennent pas cette notion-là. Ou tu donnes à un organisme, puis là, tous les autres organismes qui te chialent après, qui disent « t'aurais pu nous donner, tu sais, mettons, 650 000, puis là, il y a un organisme, mettons, pour les enfants malades. Oui, mais tu penses pas aux enfants. Ben oui, mais qui dit que je donne pas aussi également aux enfants? Donc, c'est difficile. On peut pas faire plaisir. On est-tu une gang de chialeux au Québec? Ben, on est les plus chialeux probablement en Amérique. Là. On est latin, hein. Le latin, quand on va en France, on sait d'où on vient. Ça chiale en maudit en France, mais peut-être ça fait notre charme en même temps. Mais oui, ça chiale constamment là, au Québec. Et là, pourquoi on a un problème avec l'argent, d'après toi, Luc? Ben, ça vient bien évidemment de la culture judéo-chrétienne. Là. Puis c'est très, très typique canadien-français. Là. Les anglophones, il n'y en a pas vraiment de problème avec l'argent au Québec. Là. Tu vas à Toronto des fois? Ah oui, puis il y en a... En fait, partout en Amérique, là, à part au Québec, puis à part canadien-français, là, il y a zéro problème avec l'argent. Puis au contraire, les gens, il faut qu'ils comprennent que les gens qui font de l'argent comme moi en redonnent beaucoup, beaucoup à la société. Premièrement, si tout le monde gagnait 50 000 par année, il n'y aurait aucune fondation qui existerait. Donc, beaucoup de gens au niveau de tissu social seraient dégradés amplement. Dans les hôpitaux, là, on se le cache pas. Ou là, la richesse serait mieux partagée. Ben non, parce que partout, on le voit là, à Cuba, là, la richesse est partagée égale, là, puis ça donne qu'est-ce que ça donne. Et pas partagée égale parce que c'est toujours ça dans les pays totalitaires. Il n'y a jamais de vraie égalité. Jamais. Donc, moi, je pense qu'on a le meilleur système au monde. Là. C'est pour ça que j'adore le Québec, j'adore le Canada. Puis, je veux dire, à chaque fois que je reviens ici, je suis content d'être ici. Mais en même temps, malheureusement, on paye énormément d'impôts, mais tu sais, moi, je viens des HLM, donc je comprends où ce que l'impôt va puis où ce que c'est important. Puis une des raisons pourquoi il y a beaucoup moins de crimes au Québec que tu veux dire que tu ailleurs. comprends que c'est important d'avoir des programmes sociaux, Oui, d'avoir exactement. du logement abordable pour des gens qui sont démunis. Exactement, parce toi, que je viens de là. Ta situation familiale rappelle un petit peu là, pour les gens qui auraient manqué ça. Vous pouvez d'ailleurs relire. Moi, j'ai relu ton livre « Voir grand », qui est ta biographie, où tu expliquais, avec l'aide de l'auteur Mark Fisher, tu expliquais un peu ton histoire, ta mère qui t'a élevé seule avec tes deux frères. Exact. On était sur l'aide sociale pendant une grosse partie de ma jeunesse, puis on n'avait pas des sous, puis on habitait dans des HLM, donc des loyers subventionnés par le gouvernement. Donc, je comprends pourquoi que on a des tissus sociaux, des programmes sociaux ici au Québec, c'est important. Puis, moi, je m'en ai sorti parce qu'à 14 ans, je voulais jouer au hockey, puis on n'avait pas d'argent. Donc, la nécessité crée l'action. Puis, j'ai commencé à vendre des cartes de hockey que j'avais ramassées au courant de ma jeunesse. Où t'es ramassé? Puis, en fait, je demandais ça pour Noël à ma mère, mon père, mes oncles. Puis, j'en avais ramassé quelques-uns, puis j'avais commencé à travailler dans un dépanneur également. Fait que en fait, ma passion, c'était le hockey. Ma passion a suivi là, toute ma vie, en fait. Tu sais, comme... j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle Courage, Vision, Passion. Puis j'explique que le mot passion, c'est le mot le plus important dans le titre. Parce que à l'époque, j'aimais le hockey, je tripais sur le hockey, puis ma vie, c'était le hockey. Puis j'ai commencé à collectionner les cartes de hockey, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire une business. Là, après ça, j'ai commencé à vendre des casquettes puis des chandails d'équipes de sport américaines. Puis la raison, c'est que ma passion, c'est que j'écoutais le rap à l'époque, puis les rappers commençaient à s'habiller de cette façon-là. Puis après ça, c'est l'informatique qui est venue me chercher. Donc, j'étais... désolé pour les petits nerds, mais j'étais un petit nerd à l'école, puis j'aimais l'informatique, puis j'ai continué dans l'informatique, puis j'ai ouvert un magasin d'informatique, un deuxième, un troisième, c'est comme ça que j'ai continué. Fait que la passion, moi, dans ma vie, c'est ma priorité. Tu sais, je fais tout avec passion, autant en affaires qu'avec ma femme, que je suis extrêmement passionné de ma femme, je l'aime comme on a vu ça, ces réseaux sociaux, encore 1000 fois plus qu'au premier jour, donc je pense que c'est important d'être heureux, puis les gens disent l'argent fait pas le bonheur.
bonheur, ben c'est pas vrai parce que ça te permet de choisir des choses puis d'être libre de ton temps avec qui tu veux être et tout ça. Complètement. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, une des raisons pourquoi que je trouve important les impôts qu'on paye et tout ça, c'est parce qu'au Québec, c'est pas pour rien que la sécurité, on est une des places les plus sécuritaires au monde. C'est parce qu'il y a il y a des programmes sociaux qui aident les gens dans le besoin, qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs. Puis ça crée de l'insécurité. Et là, tu m'amènes justement, je voulais qu'on parle de ça, parce que la richesse qui devient aujourd'hui, tu dis la passion guide le travail, hein, dans tes livres, tu parles beaucoup de l'importance de travailler, d'avoir de la rigueur, de travailler, d'y mettre beaucoup d'heures. Pendant que tes amis allaient jouer justement à d'autres choses, toi, tu travaillais, il y a des affaires que tu n'as pas pu faire quand tu étais jeune. C'est un de mes plus grands regrets, d'ailleurs. De ne pas avoir eu de jeunesse parce que tu étais trop occupé à travailler. Exact. Aujourd'hui, on dirait que il y a une certaine... Puis je veux pas faire de grandes déclarations pas nuancées, mais c'est vrai qu'il y a une certaine jeunesse qui peut avoir l'impression qu'on peut gagner de l'argent facile. Ouais. Et c'est un peu d'ailleurs ce que vendent certains groupes criminalisés qui attirent beaucoup de jeunes en ce moment. Puis c'est pas nouveau de maintenant, mais disons qu'il y a comme un renforcement en ce moment dans les comportements. On dirait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés, entre autres, par des gangs de rue parce qu'on leur promet, au-delà d'une famille, on leur dit, ben regarde, tu vas avoir des amis, tu vas avoir une famille, moi, je vais m'occuper de toi. Et en plus, tu vas avoir de l'argent, tu vas pour te payer des belles voitures, tu vas avoir des filles, tu vas avoir de l'or autour du cou. Est-ce que tu remarques ça? Oui, mais qu'est-ce qui est triste, c'est beaucoup aussi les réseaux sociaux fait que tout est instagrammable. Là, tout le monde veut montrer qu'ils ont des sous, qu'ils s'habillent bien avec des marques de luxe, etc. Fait que c'est sûr que ça rentre dans le même concept des gangs de rue qui veulent s'afficher, qui réussissent. En fait, ils veulent afficher leur réussite, donc leur rang, par exemple, etc. Mais c'est pas de l'argent gagné de la bonne façon. Tu comprends? Non. Je faisais la différence tout à l'heure entre... Puis je pense que c'est pour ça au Québec, ça c'est ma petite théorie, mais je pense qu'on a l'impression que quand quelqu'un fait de l'argent, c'est parce qu'il l'a volé. Il l'a volé à quelqu'un. D'où ça vient, ça? Ça a toujours été comme ça. Là. Moi, quand j'ai acheté ma première maison, tout le monde disait mettons, il a hérité ou c'est un vendeur de drogue, etc. Comme si on n'était pas capable de faire son propre avenir financier. Oui, mais c'est triste. Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, je veux dire, j'habitais dans les HLM, puis beaucoup des gens que je côtoyais, c'était c'était des vendeurs de drogue jeunes, puis parce que tu sais, souvent, HLM, c'est criminalité aussi, là, c'est associé ensemble. Puis, tu sais, j'aurais pu, moi aussi, faire comme les autres, mais tu sais, ma mère était là, était présente, elle nous aimait, elle nous montrait le bon chemin, puis aucun des 3 enfants a dévié du bon chemin, fait que je suis très content, mais c'était pas évident. J'allais des fois chez un ami, puis il coupait de la coke dans des petits sachets, puis il avait 14 ans, là, 15 ans, là, tu sais, fait que ça a pas de bon sens, mais c'est ça la réalité. Puis mais c'est pas que chez les pauvres et les démunis. Non, moi, j'ai vu ça chez des gens bien en moyen aussi. Mais c'est surtout, là, veux pas, c'est surtout les pauvres et les démunis, parce qu'ils veulent s'en sortir. Exact. Ils veulent s'en sortir. Puis c'est pour ça qu'au Québec, au moins, il y a un revenu minimum garanti pour les familles, heureusement. Ça l'aide à limiter un peu la criminalité qu'on voit pas ailleurs, chez nos voisins du Sud, par exemple, dans des grandes villes comme Détroit ou ailleurs. Ben là, c'est vraiment... C'est criminel, mais en plus d'être criminel, c'est très violent. Ça que nous, c'est moins violent ici. Là, Est-ce qu'on a, Luc Poirier, avancé un peu dans notre mentalité au Québec par rapport à l'argent quand même? Tu dirais au fil, peut-être les 10 dernières années, est-ce que tu trouves qu'il y a eu comme les gens sont plus à l'aise, peut-être avec la montée d'un certain Québec Inc. On parle de plus en plus d'entrepreneuriat. On dit aux gens, allez-y, foncez. Oui, ben il y a des émissions comme L'Œil du Dragon qui a aidé aussi à démocratiser l'entrepreneuriat. Et là, tu vas être un des nouveaux dragons? Oui, tout à fait, à partir de l'an prochain. Toi, tu vas-tu faire des vrais deals avec du vrai argent? J'espère bien. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des dragons qui investissent pas beaucoup. Oui, ben écoutez. Toi, tu vas-tu vraiment mettre ton argent? J'irai pas de ce côté-là, mais non, mais moi, je veux y aller. Toi, tu vas-tu vraiment mettre ton argent là-dedans, pour vrai? Je suis capable de suivre, en tout cas, la on parade, s'entend qu'il y a du monde qui ont fait semblant, là. Ouais. C'est comme... j'imagine, là. Bon. C'est un show d'abord avant tout, mais oui, moi... Je veux dire, je suis capable de suivre les babines, comme on dit. Mais tu vas là parce que tu te dis, je vais flairer des nouvelles belles idées, je vais trouver des nouvelles entreprises. En fait, là, moi, ça ou tu y vas pour le show? Non, mais ça m'a toujours interpellé, puis j'ai toujours fait du mentorat, puis aidé les entrepreneurs, puis j'ai déjà prêté des sous dans le passé à des compagnies, des startups qui ont démarré. Donc, je le faisais
de toute façon. Puis c'est un peu pourquoi je suis plus présent dans les réseaux sociaux. C'est que je donne des fois des petits conseils d'entrepreneuriat. Puis, Est-ce que tu es payé? Pour les Dragons? Ouais. Ben, je pense qu'ils donnent comme 200 $ de l'émission, mais... T'as pas négocié ça mieux que ça? Non, j'ai pas... Ça a l'air que t'es un négociateur incroyable. Tu vas m'expliquer quelque chose? Beaucoup de gens se posent la question. Comment un terrain acheté 20 millions de dollars en quoi? C'était en 2015? Comment as-tu pu vendre ça comme 12 fois plus cher 8 ans plus tard? En fait, le terrain valait encore beaucoup plus cher que ça. Vous savez, c'est un terrain qu'on a acheté qui était en partie contaminé, qui avait des problématiques au niveau des... Là, juste pour ceux qui n'ont pas suivi, là, on parle du terrain qui est aujourd'hui le terrain de Nordvolt. Exactement. Qui a été probablement Est-ce que c'est le plus grand deal de ta carrière? Pour l'instant. Ouais, mais j'ai des terrains... c'est parce que j'ai des terrains qui valent plus cher que ça, là, qui s'en viennent. Et tu l'as vendu 240 millions? Oui, 240 millions. Les gens disent ça a l'air gros, là, mais le terrain est immense. Fait que ça revient à 12 $ le pied carré pour un terrain à 15 minutes de Montréal avec 2 km de bord de l'eau. Là, c'est pas cher. Que tu as payé 20 millions. 8 ans plus tard. Mais ma force, c'est de trouver les deals. Hein. Ouais. C'est pas mon meilleur deal. Là. J'en ai d'autres meilleurs que ça. Comme lequel? Comme la prairie et la briqueterie, par exemple. Briqueterie, j'ai payé 23 millions. Ça fait 4 ans. On a eu des offres là, 1 an et demi à peu près. On a eu 5 offres autour de 400 millions. Il y en a une même à 448, une à 428. On les a refusées. On pense aller chercher à peu près 1 milliard là, dans à peu près 12 à 15 ans, mais qu'on soit prêt à le développer. Donc, on a payé 23 millions. On va vendre à peu près entre 800 et 1 milliard. Puis, si on décide de le construire, parce que présentement, je construis pas vraiment à part un projet à Saint-Philippe là, qu'on a commencé, puis je vais commencer un petit projet à Saint-Jean. Mais si je commence à le construire réellement, on va faire un autre 700-800 millions de profit avec. Là. Donc, au final, avec le temps, on peut faire avec un investissement de 23 millions, à peu près 1,7 milliard de profit. Là. Parce que pour Nordvolt, même le gouvernement a reconnu avoir sous-estimé ta capacité de négociateur. Ah ouais, ils ont dit ça? Ben, pourtant, c'est ce que je lis dans certains articles, ouais. Mais pourtant, j'ai pas négocié, moi, avec le gouvernement. Selon des sources au dossier, selon un article de Radio-Canada, Québec et Nordvolt ont mal évalué le coût du terrain et ont sous-estimé le pouvoir de négociation de l'investisseur Luc Poirier. Là, je fais ta journée. Ouais, mais en gros... C'est fascinant quand même. Ben, ils nous ont offert beaucoup moins au départ. Ils ont-tu essayé de négocier d'abord, Québec? Oui, ils ont offert beaucoup moins au départ, puis finalement... Moi, j'ai pas parlé aux représentants du gouvernement. Il y avait un courtier entre les deux. Ouais. Puis c'était pas le gouvernement qui achetait le terrain, c'était Nordvolt. Fait qu'on n'a jamais discuté avec le gouvernement du dossier. Mais effectivement, quand Nordvolt a amené l'offre d'achat, premièrement, on savait qu'on avait le seul terrain disponible de grande superficie dans la région de Montréal. Mais on savait que la valeur du terrain valait le double. Fait qu'on a plié les genoux parce qu'on était payé d'un coup. Si on avait été payé, par exemple, nous, on voulait le développer en résidentiel et on voulait le construire d'abord et avant tout. Puis la valeur du terrain en résidentiel qu'on peut construire, pour nous, ça valait autour de 500 millions. Mais tu préférais avoir 240 millions tout de suite? On l'a pas vu venir, là. C'est arrivé du champ gauche, on l'a pas vu venir. Puis quand la première offre était plus basse, puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on est 3 associés, je suis pas tout seul là-dedans. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis finalement, le contexte économique était pas bon là. À ce moment-là, on parlait de récession, de grosses récessions qui s'en venaient et tout. Les taux d'intérêt n'arrêtaient pas d'augmenter. Fait que on a plié les genoux, mais le but, là, nous, c'était pas de le vendre. Là. Ça n'a jamais été de le vendre. On devait le construire au complet. Mais t'es-tu content de l'avoir vendu ou tu regrettes un peu? Je vous dirais, s'il est à revendre un jour... Tu le rachèterais? Probablement, parce qu'il y avait 2 complications, ce terrain-là. Une des complications, c'était la sortie sur la 116. Puis... ils l'ont réglé, le gouvernement. Mais complètement, j'allais te dire. Ils l'ont réglé, puis nous, ça nous aurait pris plusieurs années à régler ça. Puis l'autre problématique, c'était la ligne d'hydro. Puis la ligne d'hydro, ils l'ont réglé aussi. Donc, c'est fou ce qu'on fait pour une compagnie étrangère. C'est ça. Ils ont réglé ça en 3 mois. Nous, ça nous a pris 2 ans et 7 mois à avoir des nouvelles. Puis eux, en 3 mois, ils ont tout réglé. Donc, mais tu sais, on dit ça en blaguant, mais c'est pas drôle. Toi, tu es un entrepreneur québécois, tu as une entreprise... Poirier, tu fais de l'investissement immobilier depuis une quinzaine d'années, 20 ans. 25 ans facile. Tu essaies de faire pression pour que le gouvernement t'aide dans tes projets de développement qui est de construire du logement dont on manque apparemment, j'ai entendu dire. Exactement.
Et toi, ça marche pas, ça prend des mois et des mois et des mois sans que ça débloque. Là, une compagnie étrangère arrive, pouf, ça marche. Mais c'est toujours comme ça. Puis quand j'ai lancé mon projet de tunnel puis de pont privé là, au Québec, le tunnel à Montréal, Saint-Lambert puis le pont à Sorel, à chaque fois, j'ai rencontré le ministère des Transports, le ministre des Transports à chaque fois, puis c'était tout le temps la même chose. C'est, ben voyons, Luc, tu peux pas faire de l'argent sur le dos des Québécois. Mais oui, mais l'A25 puis la nouvelle 30, là, je veux dire, ça fonctionne. Les gens payent puis sont contents de payer parce que c'est plus rapide. Puis ils ont des partenariats privés. Exact, mais tu sais, c'est un Australien qui l'autoroute 25, c'est une firme australienne. Ça, il n'y a pas de problème par contre. Mais un parti. OK, alors c'est quoi notre problème? Parce que c'est important ce que tu dis. Ouais, ben, pourquoi on les n'encourage deux pas? ça, Après ça, on dit l'entrepreneuriat québécois, on est moins bon que les Ontariens. Il y a moins de gens qui veulent se partir en affaires ici. On n'est pas aidé? Tu dis qu'on n'est pas aidé? Ben, c'est parce que on veut pas, c'est encore le rapport à l'argent, faire de l'argent sur le dos des Québécois, c'est mal vu. Puis pourtant, une firme australienne aurait proposé le même projet, il aurait été entendu beaucoup plus que moi, là. Fait que c'est triste, mais c'est comme ça. Puis là, on le voit là, dans le dossier de Northvolt, on le voit très, très, très clairement. 2 ans et 7 mois pour nous faire dire non. Puis là, eux autres, 3 mois pour faire dire oui, puis c'est comme, ils ont tout débloqué, là. Fait que, puis c'est quand même, en résidentiel, ça aurait été le plus gros projet du Québec, là, on s'entend, là, c'est 20 millions de pieds carrés, on aurait fait à peu près, j'imagine, 6 000 unités. Fait que 6 000 unités, c'est de loin le plus gros projet, puis ça débloquait pas. Fait que là, tu sais... Fait que t'avais un projet de 6 000, c'était quoi? C'était de la maison de ville? Ça marche, c'est un peu de tout, c'est un mix use, puis... mais il y aurait du logement abordable là-dedans ou c'était toutes des maisons chères? Non, nécessairement, parce que les villes, c'est eux qui disent qu'est-ce qu'ils veulent. Puis nous, on est tributaires du PMA, donc la densité aurait été... c'est la CMM qui décide de la densité. Pour ça, je vous dis que ayez pas peur, les Québécois, là, s'ils veulent revendre le terrain, il va y avoir des gens intéressés, que ce soit moi ou d'autres. Là. Le gouvernement perdra jamais le 240 millions parce que un terrain à 12 $ le pied carré à 15 minutes de Montréal qui est zoné blanc, ça n'existe pas. Donc, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de perte de ce côté-là. Tu vois, ça nous rassure quand même. Tu dis le gouvernement devrait avoir son argent, mais le terrain appartient à qui? Il appartient Ben, c'est ça. Là, je connais pas toutes les... Moi, j'ai juste négocié avec le Northvolt. Fait que je connais pas l'histoire entre eux, là, le gouvernement. Mais tu sais, si le gouvernement était intelligent, ben c'est backé. Parce que, tu sais, dans le cas de la Bombardier, par exemple, quand ils ont donné 1,2 milliard, écoute, il aurait dû prendre l'ensemble des... De l'équité. Ben oui, et non juste le projet qui va pas bien, là, tu sais. Tu veux dire le milliard qu'on a perdu? Oui, le milliard qu'on a perdu, c'est parce que, pour que les gens comprennent, c'est qu'ils ont mis ça seulement dans la C-série. Ouais. Mais le reste de Bombardier va très bien, là. Tout à fait. Très, très bien. Fait qu'on aurait facilement récupéré notre argent si on avait mis sur l'ensemble de la compagnie plutôt que sur... Bombardier voulait pas ça. Mais oui, mais écoute, c'était ça ou la faillite. Fait qu'à un moment donné, tu décides de tes conditions. Si t'es le gouvernement, t'as le gros bout du bâton, voyons donc. Non, mais c'est des mauvais négociateurs. Le gouvernement l'a pas vu comme ça. C'est des mauvais négociateurs. Écoute, les gens au gouvernement depuis plusieurs années, puis j'espérais qu'avec la CAQ, ça soit mieux parce que c'est des gens d'affaires. Puis on le voit, là, c'est horrible. Tu sais, Taïga, c'était évident que ça allait faire faillite, c'était évident. Quand il a donné de l'argent pour les véhicules récréatifs électriques, tout se bien de le donner à Bombardier, qui ont déjà de la distribution, qui ont déjà une manufacture, qui ont déjà tout. Même chose pour Lyon. Quand il a donné de l'argent à une nouvelle compagnie qui a jamais rien fait pour construire... Lyon, là, c'est des autobus électriques. Ouais. Donne-le à Girardin, à Drummondville, qui font ça depuis toujours, puis ou à d'autres, là, tu sais, qui font déjà ça, tu sais, qui ont déjà l'expertise. Donc, malheureusement, dans les 3 dossiers qu'on parle, probablement qu'on va perdre notre argent là, dans les 3, là. Fait que tu dis, c'est pas des bons négociateurs. En même temps, ils jouent avec l'argent. C'est pas leur argent. C'est pas leur argent. C'est facile de dépenser des sous quand c'est pas ton argent. Si, mettons, M. Fitzgibbon, ça avait été son argent, là, je pense pas qu'il aurait mis cet argent-là aux mêmes places, là. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je l'aurais pas fait. On a beaucoup de gens qui nous textent et beaucoup de gens qui sont timides de te parler, Luc Poirier, parce que quelqu'un qui est très riche comme toi, ça impressionne. Et c'est aussi la preuve, on pense que c'est quand même assez tabou encore, ce sujet de la richesse. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit comment tu fais pour dépenser 1 million par mois, en gros?
Ben, Ça va vite, là? Ben, c'est surtout les autos, là, on s'entend. Cette année, en fait, c'est circonstanciel. Là. C'est quand on me posait la question, moi, je suis un grand livre ouvert. Donc, je dis les vérités, puis souvent, ça déplaît à... Des fois, je parle des politiciens comme Valérie Plante, mais c'est moi. Je pourrais jamais me cacher, je pourrais jamais... Disons que tu as eu un gros été. Oui. C'est ça? Est-ce que tu dépenses pas toujours 1 million par mois? Non. L'année passée, peut-être 400-500 000. Beaucoup plus frugal. mais beaucoup ça de jamais... gens, en tous les cas, qui disent... Il y a Patrick qui dit... oui, au Québec, il y a beaucoup de jalousie. Quand tu pars, c'est bien, mais rendu à un certain niveau, les gens t'envient et regardent pas du tout le travail accompli. Un autre qui dit « Soyez fiers de vous, Monsieur Luc Poirier, de votre succès. Vous êtes un beau modèle québécois de réussite. Bravo. » Il y en a d'autres qui disent effectivement qu'ils adorent beaucoup ta franchise et entre autres, il y a un auditeur qui dit « Merci d'avoir donné 600 000 à HEC, mais je suis très déçu toutefois. Pourquoi ne pas vous être présenté à la course à la mairie de Montréal? » Beaucoup de gens veulent savoir. Il aurait voulu voir Luc à la mairie aussi. On a quelqu'un au téléphone. Est-ce qu'on parle rapidement à Samy? Bonjour, Samy. Oui, bonjour. Bonjour. Madame Maréchal. Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Poirier. Surtout, c'est un modèle à suivre. Comment il est parti de rien, puis il a bâti tout un empire. Je salue personnellement, surtout depuis qu'il a donné le don pour HEC. Ah, vous aussi, oui. Oui. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il soit à la mairie de Montréal parce que la ville est à terre, honnêtement. Juste pour vous donner une idée, moi, j'ai demandé un permis. Je suis propriétaire occupant d'un plex à Montréal, puis j'ai demandé un permis juste pour faire un drain français. Juste un drain français. Ça a pris 6 mois. C'est ça, là. C'est comme... c'est ça que je pense... pourquoi il y a une pénurie de logements, c'est que il n'y a plus personne qui veut bâtir des logements locatifs. Tout le monde s'en va vers les terrains et le développement. Donc, je pense que M. Poirier, dans cet axe-là, il fait plus du locatif, du logement locatif. Merci, Samy. Ben oui, c'est ça, pas à Montréal. Alors, en fait, le problème de Montréal, c'est que ça prend 2-3 ans passer au comité consultatif. Puis après ça, 2-3 ans avoir ton permis. Fait que quand tu achètes un terrain pour un développement, c'est 5-6 ans. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais maire de Montréal demain? Écoute, je changerais ça, là, mais... C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu fais demain matin, première journée? Tu sais, premièrement, tu déposes un permis, puis tu as ton permis tout de suite si tu es conforme au zonage. C'est pas compliqué, là. On fait juste une vérification pour l'extérieur pour que ça concorde avec le reste du secteur. Puis, donc, c'est un CCU de 3-4 mois, puis on donne le permis, là. C'est pas compliqué. Il y a des villes, en Californie, ont commencé à faire ça. En Ontario, si t'es plein droit, tu construis, là. Permis, pas permis, ils ont 30 jours pour te donner un permis. En Alberta, ça commence aussi. Ils ont sorti des lois dernièrement. Puis, 30 jours pour avoir un permis. Puis, mais pourquoi ne pas aller à la mairie de Montréal, Luc Poirier? Parce que t'es indépendant de fortune. Je pense qu'on a statué ça. Donc, souvent, on se rend compte que les gens, justement, qui n'ont pas forcément de problème d'argent, quoique ça pourrait être débattu, mais peut-être plus de temps, plus une meilleure compréhension aussi. C'était ma réflexion, Isabelle, c'est que depuis quelques mois, on me demande de me présenter à la mairie. Étant qui? Autant les grandes entreprises de Montréal qui sont écœurées de Valérie Plante puis son administration, autant des particuliers. Puis qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur de Montréal qui habitent pas Montréal qui veulent que je me présente pour Montréal. Parce que sont tannés de, quand ils arrivent à Montréal, les cônes oranges et tout ça. Des gens de la F1 aussi qui sont plus capables de... Tu sais, le pont de la Concorde, là, ça fait depuis Lewis Hamilton, ça fait 12 ans qu'il vient, puis ça fait 12 ans que le pont de la Concorde est en construction. Tu sais, ça n'a aucun sens, là. Donc, j'y ai pensé, puis effectivement, quand... Tu as pensé vraiment? Oui, j'y ai pensé vraiment. Puis effectivement, quand on est rendu indépendant de fortune, on redonne beaucoup en argent à des fondations, puis à un moment donné, on veut plus que ça, on veut redonner à la société en donnant notre temps. Puis j'y ai pensé vraiment à cause de ça. Je me suis dit, c'est peut-être le moment d'aller faire un peu de communautaire, parce que dans le fond, c'est pas le salaire de maire qui pour moi qui est important, bien évidemment. Tu leur donnerais ton salaire de maire? Oui, puis j'aurais même pas de chauffeur. Là. Écoute, j'aime ça conduire, fait que on sauverait en plus un chauffeur, puis j'aurais pas besoin du salaire, absolument pas. Ni du fonds de pension, encore moins. Donc... tu sais que juste pour ça, les gens voteraient pour toi, là. Oui, mais le problématique, là, c'est que j'en ai discuté avec ma femme, puis
j'ai failli faire le saut. J'avais un rendez-vous même avec l'opposition, avec le chef de l'opposition. Puis j'ai décidé de laisser faire parce que ma femme m'a dit, écoute, on a deux jeunes ados, OK? Puis un des deux, mettons qu'il y a besoin qu'on soit là, qu'on soit présent. On l'est déjà, mais on veut pas l'échapper, tu sais. Fait que pour moi, l'important, c'est vraiment ma famille pour l'instant. Si l'élection aurait été dans 2-3 ans, probablement que vous m'auriez vu. Est-ce que je vais être là à la prochaine, dans 5 ans? Je dis pas non. On verra. S'il y a quelqu'un d'autre qui se présente puis qui gagne contre Valérie Plante, vous me verrez pas. Jamais. Par contre, si Valérie Plante gagne encore, je vais y penser sérieusement aux prochaines élections. Mais tu sais que ça va les dommages vont continuer d'être faits, là. Malheureusement, oui. Mais ma priorité, c'est ma famille. Ça peut pas changer, ça? Ça peut pas changer, je pense pas. Ma priorité depuis toujours, ça a été ma famille. Là, on a 2 ados. Je pense pas, t'as dit c'est moins sûr, là. Non, ben... On s'est parlé dernièrement, tu m'as dit non. Là, je pense pas. Non, ça arrive trop vite. Tu sais, pour être en campagne électorale, il faut être là en février. Là. Puis en février, je serai pas là. Donc, c'est non. C'est non. C'est un non ferme. C'est un non ferme pour l'instant. Dans le sens que dans 5 ans, il faut pas qu'elle gagne. Là. Écoutez, les Montréalais, là, let's go, là, voter pour l'opposition parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que donc, toi, tu vas quand même t'impliquer dans la campagne, mais tu ne seras pas le visage de... Je sais pas si je vais m'impliquer, mais c'est certain qu'il faut pas qu'elle gagne. Là. C'est incroyable, Montréal, qu'est-ce qui est devenu. Je me promène dans des quartiers autrefois que j'aimais, puis c'est le bordel total. Puis les gens à l'extérieur du pays, tu sais, les gens sont tannés de venir à Montréal, les cônes oranges, c'est tout le temps... Mais est-ce que c'est tout Valérie Plante ou il y a une partie qui est comme du fait que d'autres administrations avant elle ont pas bien géré cette ville? C'est un peu des deux, mais je vous dirais que c'est surtout Valérie Plante, elle est là depuis 7 ans maintenant. Là. Donc, tu sais, si c'était les 2 premières années, ça prend du temps de changer les grandes orientations d'une ville ou d'une organisation. Mais là, c'est vraiment à cause de sa faute. Là. Puis, c'est de pire en pire. Les voies cyclables, tu sais, on l'a vu, là, je sais pas si vous avez vu ces réseaux sociaux dernièrement, ils ont fait un bac à fleurs qui... bac à arbres. Pour planter un arbre, ils ont fait un carré de 20 pieds de long. Mais les déneigeurs, là, ils vont faire quoi, là, tu sais? Ben beau verdir la ville, là, mais les déneigeurs, ça marche comment? Ils vont tous scraper ça, là. Mais moi, je vais recevoir parce que j'ai 3 feuilles d'arbre qui dépassent sur le trottoir. Exact. Là, j'ai 3 lettres de la municipalité, puis j'ai la visite de 3 agents. Oui, exactement. C'est fascinant quand même. On va terminer avec un auditeur, Martin, qui veut dire un petit mot à Luc Poirier, mon invité. Bonjour, Martin. Bonjour, madame, ça va bien? Ça va très bien. On vous écoute, Martin. Oui, monsieur Poirier, vous avez trop de prestige pour vous en aller à la mairie de Montréal avec une gang d'incompétents pour profiter du système, pour se gâter. Et j'arrive pas à comprendre. Vous faites bien de ne pas vous présenter là. Pour moi, vous êtes un grand monsieur, trop de prestige pour ça. C'est tous des incompétents à la ville. Justement, on aimerait ça que ça change quand même, Martin. Vous n'êtes pas d'accord? On aimerait ça avoir du monde. Si tout le monde pense que ceux qui sont là sont incompétents, il n'en tient qu'à nous alors pour que ça change, non? Oui, mais il faudrait que, autrement dit, me dire le vrai mot, il faudrait qu'il calisse toute la gang dehors puis rentrer sa gang à lui pour que la ville se tienne. Parce qu'il se passe rien, là. Merci, Martin. Mais ça, c'est les élections, c'est fait pour ça. Non? Oui, mais tu sais, souvent on veut changer les choses, puis... non, il faut le dire quand même, Luc. Il y a le tiers des Montréalais qui prennent la peine d'aller voter. Après ça, on parlait des chialeux en début d'entrevue. Après ça chiale pendant 4 ans. Fait que moi, je dis tout le temps, si tu veux chialer, si tu veux t'acheter ton droit de chialage, va voter. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours voté. Tu as toujours voté? S'il y avait 100% des gens qui votent vraiment, parce qu'en ce moment, c'est vrai que l'administration municipale qui est là, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Le tiers des gens qui votent pour quelqu'un, quand le tiers des gens ont voté, ça fait plus grand monde qui sont représentés. Tout à fait. Il faut faire sortir le vote, comme on dit souvent à chaque élection. C'est que donc les prochaines semaines pour Luc Poirier? Ben, j'ai beaucoup de projets, de nouveaux projets, de projets en cours. Donc, je vais continuer mes beaux projets immobiliers. Puis, bien évidemment, il y a les Dragons à partir d'avril l'année prochaine. Puis, sinon, ben, temps des fêtes arrive. Donc, on va passer des bons moments avec les enfants et la famille. Et ta blonde va tourner dans un documentaire qui s'appelle Vie de rêve. Et toi-même, tu es l'objet d'un documentaire aussi.
qui s'en vient éventuellement, effectivement. Et qu'on aura l'occasion de se reparler. Avec plaisir. Monsieur, je ne serai pas maire de Montréal cette prochaine fois, mais peut-être dans 5 ans. C'est ce qu'on retient. Peut-être. Merci beaucoup, Luc Poirier. Merci. Bye bye.